Alors, bon, donc, je m'appelle Isabelle Rouleau, j'ai un doctorat en neuropsychologie. Je suis neuropsychologue clinicienne de formation et je suis professeure titulaire en psychologie au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui affecte les proches énormément, puisque de toute façon, comme il y a des altérations du fonctionnement quotidien, il faut absolument que les proches soient là pour prendre la relève. Puis si je me trompe, on peut toujours couper puis recommencer. Non, c'est ça. Puis si jamais, mettons, vous n'êtes pas satisfait de Des fois, c'est qu'on part, puis on passe à mauvaise track, on dit « Oups, je ne vais pas m'en sortir. » Alors, le terme de démence, quand on utilise le terme de démence, c'est un terme générique. C'est un terme qui recouvre plusieurs différentes maladies neurodégénératives. Quand on réfère au terme démence, c'est que la personne a des ennuis dans sa vie quotidienne, elle a des difficultés à fonctionner dans sa vie quotidienne. Dans les phases avant, au moment où nous, on porte des diagnostics, où le neurologue ou le gériatre va poser un diagnostic, c'est dans les phases plus précoces de la maladie. On ne parle pas de démence parce que la personne est encore capable de gérer ses affaires personnelles. Alors, quand on parle de démence, c'est parce qu'il y a vraiment des troubles dans la vie quotidienne. Et on va attendre que les enfants passent. Ah non? Ouais, en tout cas, je vais recommencer. Oui, parce qu'il y avait trop d'action. Allô, les enfants? Eux autres, ils n'ont pas d'Alzheimer. Alors, je vais juste recommencer, ça va être plus simple. Alors, quand on parle de démence, on parle vraiment d'une atteinte des activités de la vie quotidienne. OK? Nous, quand on diagnostique des patients avec des probabilités de démence, c'est dans des phases qui sont préalables à ça. C'est au moment où, dans la vie quotidienne, les patients fonctionnent encore relativement normalement. On appelle ça la phase où il y a un trouble cognitif léger. Dans les démences, maintenant, il y a la maladie d'Alzheimer où c'est les plus fréquents. C'est la plus fréquente des maladies qui donnent une démence. Mais il y a aussi d'autres types de démence, comme des démences associées à des troubles du mouvement, que ce soit la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Lewy, des démences qui vont se manifester par des troubles du langage d'abord, etc. Donc, c'est assez vaste, mais la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente. C'est-à-dire que, OK, si on regarde l'ensemble de la démence, comme je vous ai dit, c'est un terme générique, hein? Maladie d'Alzheimer, démence associée à des troubles du mouvement, etc. L'ensemble de ces maladies-là évolue, mais le tableau clinique, les symptômes ne sont pas les mêmes. Mais c'est des maladies neurodégénératives, donc ça dégénère. OK, que ça soit... c'est pas tous les malades qui ont une maladie de Parkinson qui vont développer une démence. Mais les malades qui ont une maladie d'Alzheimer vont tous développer une démence. OK, donc il y a certains types. Il y a des gens qui vont avoir, admettons, effectivement un trouble du mouvement puis qui ne vont pas développer des troubles cognitifs. Mais quand on a un diagnostic de trouble cognitif associé à la maladie d'Alzheimer probable, on va effectivement présenter une maladie neurodégénérative qui va se manifester par une atteinte de plus en plus importante et éventuellement une atteinte des activités de la vie quotidienne. Et à ce moment-là, on va poser le diagnostic de démence. OK? Parce que la démence, c'est vraiment une atteinte des activités de la vie quotidienne. Tant qu'on n'a pas ça, on ne pose pas un diagnostic de démence, même si on pense que la personne va évoluer vers ça, on ne pose pas un diagnostic de démence. Quand je parle d'une démence qui affecte les activités de la vie quotidienne, je parle sur le plan cognitif. OK, j'ai des patients qui ont des scléroses en plaques, qui ont effectivement, leur vie quotidienne est affectée parce qu'ils sont en chaise roulante, bien, ils ne sont pas déments. Loin de là, il faudrait les rencontrer. OK, donc sur le plan cognitif, ils sont très bien. On parle d'un trouble cognitif qui affecte le jugement, la capacité de prendre des bonnes décisions dans la vie quotidienne. La mémoire, hein, si je suis chez moi, puis j'ai une maladie d'Alzheimer, puis j'ai des troubles de la mémoire récente, là, la mémoire
de ce que j'ai fait hier, de ce que je commence à faire même, ben, je risque de mettre, si le téléphone sonne puis je change de pièce, je risque de ne pas me souvenir que je suis en train de faire à manger. Ça, c'est ce qu'on appelle affecter les activités de la vie quotidienne. Donc, je ne peux plus habiter seul parce que c'est trop dangereux. Donc, c'est ça, affecter les activités de la vie quotidienne pour des raisons cognitives. Dans la maladie d'Alzheimer, les premiers signes d'habitude, c'est quand même un trouble de la mémoire. Les gens commencent à avoir de la difficulté à se souvenir de ce qu'ils ont fait, les conversations qu'ils ont eues. Ils reconnaissent très bien leurs enfants, leurs proches, tout ça, mais ils commencent à avoir des petits troubles de mémoire. Nous, quand on les voit en évaluation, ils n'ont pas d'atteinte justement des activités de la vie quotidienne. Ils sont encore fonctionnels. Il y a des gens qui commencent souvent quand ils sont relativement jeunes. C'est souvent au travail que les gens vont se rendre compte que c'est compliqué parce qu'ils ont des oublis, ils ont plus de difficultés à prendre des décisions au travail. Chez les gens qui travaillent, qui sont assez jeunes, tu sais, des gens qui ont 60 ou 65 ans, ça peut commencer comme ça. Chez les gens qui commencent cette maladie-là jeune. Comment ça évolue? Bien, tu as une accentuation de ces troubles de la mémoire épisodique, donc la mémoire des choses que j'ai faites, hein, des événements. Et puis, j'ai aussi une atteinte quand même de la mémoire qu'on appelle sémantique, donc la mémoire des connaissances. OK? Donc, tranquillement. Et ça évolue tranquillement, puis je vais développer une atteinte des fonctions exécutives, donc ma capacité de planifier, de programmer des actions, le jugement, ma capacité d'inhiber des comportements qui sont inappropriés. Je vais dire des choses, pas de filtre, etc. C'est sûr que l'évolution va être variable d'une personne à l'autre, mais il y a quand même un profil d'évolution qui est relativement homogène d'une personne à l'autre. Relativement. Parce que on pourrait en parler longtemps parce que, bon, moi, je travaille beaucoup là-dessus, sur la caractérisation des profils cliniques de maladie d'Alzheimer. Il y a des gens qui vont commencer avec des gros troubles du langage, puis d'autres avec des gros troubles de mémoire, puis d'autres avec une grosse désorientation dans l'espace, puis ils vont évoluer les trois vers une maladie d'Alzheimer. Donc, avec les années, va se rajouter un peu les symptômes qu'on avait observés chez les autres. Donc, des troubles du langage, une désorientation temporo-spatiale, et puis des troubles exécutifs, des troubles de mémoire. Dans la constellation des premiers symptômes dans la maladie d'Alzheimer, il y a effectivement des gens qui vont commencer par des troubles du langage. Ils vont changer un son pour un autre ou un mot pour un autre. Il y en a d'autres qui vont vraiment commencer par un trouble. Et puis ce trouble du langage-là peut rester presque isolé pendant quelques temps. Mais c'est sûr que nous, comme on fait des examens très, très détaillés en neuropsychologie clinique, on met souvent en évidence d'autres atteintes que seulement le trouble du langage. Nous, on compare la personne à ce à quoi on s'attend compte tenu de son âge et de son niveau de scolarité. Mais on va mettre en évidence. Mais c'est prédominant en langage. Il y a des gens qui commencent vraiment par une désorientation temporo-spatiale. J'ai une patiente qui était en voyage, puis elle a commencé, elle était mêlée, elle n'arrivait plus à trouver les choses dans l'hôtel, puis tout ça. Donc, ça a vraiment commencé par une désorientation temporo-spatiale. Puis il y en a d'autres, ce qui est plus typique, ce qui est plus courant, c'est les débuts avec des troubles de mémoire. Hein? Mon Dieu, une conversation, c'est comme pas clair, tu sais, t'en oublies des bouts, les événements. Ah oui, étais-tu là, elle? Ah, je me rappelle pas. Tu sais, ces choses-là, au début. Mais comme je vous ai dit, c'est peu importe, en tout cas, le tableau clinique d'apparition peut être assez distinct, mais avec l'évolution, on voit que les autres symptômes des autres types d'apparitions apparaissent. Et puis ça évolue vers des troubles de mémoire, puis des troubles. Bon, dans la maladie d'Alzheimer, quand on parle d'un trouble de la mémoire récente, dans les premiers symptômes, c'est que c'est les événements les plus près de maintenant qui sont oubliés. C'est-à-dire que je vais avoir oublié ce que j'ai fait à, je sais pas, cet été, mais je ne vais pas avoir oublié Noël passé. Okay? Puis tranquillement, avec l'évolution de la maladie, la durée de l'amnésie rétrograde, c'est une amnésie qui part d'aujourd'hui puis qui va dans le passé, est de plus en plus longue. Et ce qui est le mieux préservé, c'est les événements qui sont plus anciens, qui sont préservés. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a eu beaucoup d'études de fait sur on appelle ça un gradient temporel. Okay? Donc, plus c'est récent, plus c'est oublié, plus c'est ancien, plus c'est préservé. C'est ça le gradient temporel. C'est pas parce que c'est ancien que c'est si préservé que ça.
OK? Puis des fois, ce qu'on a chez nos patients, c'est un télescopage de choses qui sont arrivées à des gens proches d'eux. Donc, ils vont se rappeler des choses, mais c'est pas si vrai que ça. Et c'est difficile à vérifier. Mais des fois, tu dis, ah oui, j'étais infirmière. Je n'étais pas infirmière, c'est sa sœur qui était infirmière. Donc, c'est pas parce que la personne le rapporte que c'est vrai. Mais c'est vrai que le principe de base, c'est que les choses anciennes sont mieux préservées que les choses récentes. Il y a des démences qui sont spéciales, comme la démence sémantique, où c'est l'envers. Le plus tôt n'est pas préservé, puis le plus loin est préservé. Le plus récent est préservé, mais pas le plus lointain, parce que ces gens-là ont une perte des connaissances. Donc, ce qui est lointain finit par être bien intégré chez la majorité des gens parce qu'il est répété, parce qu'on a vécu plusieurs situations qui nous rappellent ces choses-là. Puis, ça finit par être générique. Quand j'étais petite, j'allais en bateau. Ces souvenirs-là, qui ne sont pas des souvenirs aussi précis que hier, j'ai rencontré Claude. OK? Donc, ces souvenirs-là, lointains, sont détériorés parce qu'il y a une atteinte de la mémoire sémantique. Comme la mémoire épisodique des événements est préservée, mais les souvenirs récents sont préservés. C'est l'envers, mais parlez pas de ça, c'est trop compliqué. Et c'est très, très rare. Ces démences-là, c'est particulièrement fascinant, tu sais. Parce que nous, on étudie ces démences-là qui sont l'envers du Alzheimer, là. Bien, c'est pas l'envers vraiment, là. Les choses qui sont arrivées il y a longtemps sont mieux consolidées que les choses récentes dans la maladie d'Alzheimer. Parce qu'en fait, dans la maladie d'Alzheimer, les structures du lobe temporal médian, les hippocampes, le cortex entorhinal, sont des structures qui sont touchées. Et c'est les structures qui servent à fabriquer des nouveaux souvenirs qui sont affectés. Donc, les souvenirs très anciens, ils fonctionnaient bien, ces structures-là. Et elles sont déjà, ces informations-là ont eu le temps d'être consolidées dans le cortex cérébral. Donc, ils ne vont pas disparaître aussi facilement que ça parce qu'ils ont été consolidés. Alors que les nouvelles choses viennent juste, ils sont en train d'être consolidés. Donc, c'est pour ça qu'elles sont perdues, parce que tout ton mécanisme de fabrication des souvenirs est mis à mal par la maladie. Alors, ta peur des araignées, mais la peur des araignées, mettons, elle fait intervenir, tout le circuit de peur aussi, ça fait intervenir d'autres structures cérébrales, dont l'amygdale. Et ça, c'est très solide dans les peurs, puis c'est très renforcé. Ça se reconsolide, donc ça devient pire. Chaque fois que tu vois une araignée, tu n'as plus peur. Puis tu as encore plus peur, à moins de faire une thérapie, puis là, de te débarrasser de ça, là, ce qui existe. Là. Mais sinon, tu consolides ces informations-là au cours du temps. Alors oui, si tu es Alzheimer, même si tu ne te rappelles pas que tu avais peur des araignées, c'est tellement build-in dans ton cerveau que tu vas avoir peur quand même, à moins de devenir peu responsive, je suis anglophone, ou de plus beaucoup répondre réceptif à l'environnement, tu comprends, avec le temps. C'est-à-dire que les altérations de la personnalité, il y en a dans la maladie d'Alzheimer aussi, puis il y a aussi une accentuation de certaines caractéristiques. Tu sais, les gens peuvent... Et puis aussi, des fois, ils ne comprennent plus très bien ce qui se passe, donc ils peuvent devenir un peu parano, un peu suspicieux. Il y a d'autres patients, par exemple, qui développent un profil complètement différent où ils ne se rappellent que des bons souvenirs. Donc, ils ont des personnalités très, très agréables puisqu'ils sont parfaitement heureux. Et donc, tout va bien. Ça dépend beaucoup des gens. C'est très variable. Puis, autant chez certaines personnes, on a effectivement une accentuation, un peu comme toi chez les personnes âgées, tu sais, quelqu'un qui était un peu grippe-sous, il devient vraiment radin, quelqu'un qui était, tu sais, tu peux avoir... Autant on a des renversements, on a des gens qui avaient absolument pas religieux, qui deviennent religieux, tu te demandes pourquoi. Donc, c'est pas si simple que ça, le rapport entre les deux. Mais il y a des démences qui ne sont pas dans la maladie d'Alzheimer et pas définies au départ par des gros changements de personnalité. C'est pas ce qui prédomine, c'est vraiment des troubles de la mémoire. Mais il y a des démences qu'on appelle les dégénérescences frontotemporales avec variantes comportementales. Ces démences-là se manifestent d'abord par une altération comportementale importante, tellement que ces gens-là sont parfois vus en psychiatrie au lieu d'être vus en neurologie. Parce que c'est ce qui ressort, c'est qu'ils changent de comportement.
ils deviennent désinhibés ou euphoriques, ça dépend. OK. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est probablement génétiquement déterminée, puis probablement qu'il y a des choses environnementales aussi, puis parce qu'on sait qu'il y a des facteurs de risque vasculaire et autres qui peuvent faire en sorte que la maladie va se déclarer ou pas. OK? Mais probablement qu'au départ, tu as une propension à développer cette maladie-là, et à cause de ton mode de vie, à cause de ta réserve cognitive, donc le fait d'aller à l'école longtemps, etc. C'est tous des facteurs. Il y a des facteurs protecteurs, puis il y a des facteurs qui sont plus des facteurs de risque. Une fois ça dit, dans ton décours de vie, si tu as une maladie, mais qui est comme sous clinique, et il arrive quelque chose, puis ça, on le voit, puis on l'a vu pendant la pandémie, il y a des gens qui étaient cognitivement fragiles et qui ont développé une maladie d'Alzheimer pendant qu'ils étaient confinés. Parce qu'il n'y avait plus de stimulation cognitive, parce qu'il n'y avait plus d'horaire fixe, parce qu'ils étaient traumatisés, ils étaient anxieux, il y a un gros stress, etc. Ça peut arriver qu'un traumatisme va faire en sorte que la maladie va apparaître, mais c'est pas parce qu'elle n'était pas là, c'était parce que tu étais à la limite du seuil. Et là, la circonstance traumatique l'a fait comme éclore. Et on le voyait de temps en temps, les gens qui travaillaient à l'urgence, il y avait ça, c'est que les gens, ils faisaient un épisode confusionnel à l'urgence parce qu'ils étaient comme complètement déstabilisés par rapport à leur vie habituelle, mais ils n'en revenaient pas. Parce qu'un épisode confusionnel, d'habitude, ça va revenir, tu sais, c'est temporaire. Mais ils n'en revenaient pas comme si, tout d'un coup, ils avaient passé le seuil. Et il y a des médecins, des gériatres, si vous parlez à des gériatres, qui vont vous dire qu'il y a effectivement des patients qui ont développé des troubles cognitifs de type Alzheimer pendant le confinement à cause des conditions traumatiques dans lesquelles ils étaient. Et pas pouvoir sortir, pas de visite, pas de... C'était tough. La question de est-ce que c'est inéluctable ou pas, est-ce que j'ai une maladie d'Alzheimer quand je nais ou à peu près parce que j'ai des caractéristiques de propension à la développer, c'est très, très, très discuté. Ça reste quand même assez controversé. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a cette maladie-là, on la porte en nous, même si on n'a pas de symptômes physiques, puis on l'a peut-être à 40 ans ou à 45 ans, puis que c'est inéluctable. Et puis le seul contrôle qu'on a, c'est sur des facteurs de protection ou de risque qui vont changer le moment où le diagnostic va être posé, mais qui ne vont pas changer le fait de l'avoir ou pas. Il y a d'ailleurs des études intéressantes sur la démence en général qui ont été faites chez des gens qui ont 80 ans au départ, et puis ils ont séparé le groupe en des gens qui étaient intellectuellement très actifs, toujours très actifs à 80, là, qui lisaient beaucoup, qui allaient au cinéma, la musique, qui apprenaient une autre langue, etc. Des gens qui étaient inactifs. Et il y avait un délai, bon, il y en a au bout de 15 ans, il y en a un pourcentage qui ont développé une démence. Mais en termes de temps, pour établir le diagnostic, il y avait un délai de 5 ans. Ceux qui étaient actifs cognitivement développaient la maladie 5 ans plus tard que ceux qui ne l'étaient pas. Mais ils l'ont développé pareil. Est-ce qu'il y en a dans le groupe qui ne l'ont pas développé parce qu'ils étaient actifs? Puis tout ça, bon, on ne sait pas, ils ne l'ont pas développé, donc on ne peut pas vraiment le vérifier. Mais, donc c'est difficile de savoir si effectivement, est-ce que c'est possible d'empêcher la maladie d'arriver? Je ne sais pas, mais c'est controversé. Est-ce qu'il y a des gens qui développent effectivement une maladie d'Alzheimer de leur cerveau, okay, qui ont des caractéristiques d'Alzheimer de leur cerveau, mais qui n'ont pas cliniquement, qui n'ont jamais été diagnostiqués avec une maladie d'Alzheimer parce qu'ils n'ont pas développé des troubles de mémoire, des choses comme ça? Eh bien oui, il y en a. Il y a une belle étude qu'on appelle la non-study, l'étude chez les sœurs. L'avantage d'étudier les sœurs, c'est qu'ils étaient dans des environnements très connus de longue date, hein? Et puis l'autre avantage, c'est qu'ils ont accepté de donner leur cerveau à la science, qui a permis de faire des autopsies. Et ils ont trouvé qu'effectivement, chez plusieurs sœurs, il y avait les modifications de l'Alzheimer sur le plan cérébral. OK, donc, parce qu'on sait qu'il y a des plaques séniles, puis des dégénérescences neurofibrillaires,
OK? Donc, dans les neurones, puis entre les neurones, il y a des plaques séniles, puis tout ça, puis ça donne une atrophie cérébrale. Il y avait toutes les caractéristiques du Alzheimer, mais il n'avait pas développé la maladie cliniquement. Il n'avait pas été diagnostiqué. Les sœurs qui l'avaient développé, c'était celles qui avaient aussi une atteinte vasculaire, donc une atteinte en plus des vaisseaux sanguins au niveau de leur cerveau. Donc, probablement que, là, ils se sont dit, bien, probablement que l'atteinte vasculaire est comme importante pour aller faire en sorte que la maladie apparaît cliniquement plus rapidement que chez quelqu'un qui a juste les modifications cérébrales de l'Alzheimer sans atteinte vasculaire associée. Donc ça a été une étude qui a fait évidemment, ça a été très intéressant. Puis effectivement, on se rend compte que dans les facteurs de risque pour développer une maladie d'Alzheimer, bien, les facteurs vasculaires sont importants. Hypertension, diabète, c'est des facteurs importants pour développer la maladie. Donc il y a probablement des gens qui, à l'autopsie, ont toutes les modifications de la maladie d'Alzheimer, mais qui cliniquement ne développent pas cette maladie. L'intérêt d'étudier les cerfs, c'était effectivement parce qu'il y avait un passé très standardisé. Ils avaient mangé à peu près toute la même chose toute leur vie. Mais aussi, c'est que dans cette étude-là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils pouvaient voir, même chez les gens, des années plus tôt, il y avait déjà des signes chez ceux qui allaient développer la maladie dans l'organisation du discours, mais même quand ils étaient plus jeunes. Donc, ils ont pu faire toute une étude rétrospective sur les caractéristiques. Là. Je ne peux pas toutes vous les donner, là, mais c'était super intéressant parce que c'est comme si tu avais fait une expérience, si tu veux, parce qu'il y avait tout conservé. Des textes, des lettres, tout ça. Ça fait qu'ils ont pu retourner dans la vie de ces gens-là de l'âge de 20 ans. Et puis bon, c'est des gens qui avaient moins de facteurs de risque dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup d'alcoolisme, il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, il y a plusieurs maladies de la vie quotidienne qu'eux ne vivaient pas. Ils n'étaient pas particulièrement stressés aussi, etc. Fait qu'il y avait une espèce d'environnement contrôlé qui a permis d'étudier les facteurs de risque et de protection. C'est vraiment très intéressant. C'est fascinant. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui est non traitable. OK? Il y a des molécules qui ont été inventées, là, qui ont été mises au point, mais ça ne traite pas la maladie. Ça n'empêche pas la maladie d'évoluer. Ça empêche... Chez certaines personnes, ça retarde un peu, ça favorise un peu une diminution des symptômes, mais ça reste très subtil. Et actuellement, il n'y a pas de molécules qui traitent la maladie. Et c'est pas parce qu'ils n'en cherchent pas. C'est pas parce que les gens n'en cherchent pas, mais c'est qu'on a peine à... En fait, c'est que chimiquement, biologiquement, c'est une maladie assez complexe. Et donc, les gens cherchent, à un moment donné, ils cherchaient dans l'acétylcholine, après ça, ils ont cherché dans l'amyloïde, après ça, ils ont cherché. Donc, il y a différents systèmes qui sont touchés. Puis, au moment où vous avez les symptômes, puis vous avez le diagnostic, la maladie est déjà avancée. Donc, c'est comme beaucoup de maladies qui sont difficiles à traiter parce qu'au moment où elle apparaît, elle est déjà pas mal avancée. Et puis, on ne sait pas si ce qu'on voit sur le plan neuropathologique est une conséquence ou une source des problèmes. Donc, toute la physiopathologie de l'évolution de cette maladie-là n'est pas si claire. En tout cas, son ordre dans le temps n'est pas si clair, qui fait que les gens ont beaucoup de difficultés à avoir des cibles thérapeutiques claires. Tu sais, même dans la maladie de Parkinson, les gens vont avoir des symptômes alors qu'ils ont déjà beaucoup de cellules détruites. C'est pour ça que même si je donne le dopa, ça va aider beaucoup, mais la maladie continue d'évoluer. Je ne l'ai pas arrêtée parce qu'il y a déjà une destruction, puis je ne peux pas prévoir cette destruction-là. Alors, la prévention de la maladie d'Alzheimer en tant que telle, c'est-à-dire être sûr que je la développerai pas, que mes enfants la développeront pas dès leur naissance, je pense pas que ce soit possible, OK? En tant que tel. D'être sûr, là, 100% que je ne vais pas développer cette maladie-là, on ne connaît pas assez d'où elle vient. On ne sait pas assez. Mais, cependant, on sait que des bonnes habitudes de vie,
OK, sur le plan de la nutrition, l'exercice et surtout aussi beaucoup la stimulation cognitive, l'éducation, la lecture, apprendre des gens qui sont bilingues, etc., apprendre d'autres langues, trilingues, les voyages qui forment la jeunesse, etc. Toutes ces choses-là sont des facteurs de protection. Et on sait que les maladies vasculaires sont des facteurs de risque pour développer l'alcool, etc. C'est le manque d'exercice, c'est des facteurs de risque. Donc, est-ce qu'on peut prévenir la maladie? Peut-être pas, mais on peut mettre les chances de notre côté. Yes, ay bunas eh.